À nous pour le rendez-vous de chaque vendredi pour votre émission donc hebdomadaire, c'est le week-end. Le monde célèbre le 10 de ce mois en cours la journée mondiale des droits des animaux. Nous parlerons à l'occasion d'une nouvelle clinique vétérinaire qui offre plusieurs prestations dont le gardiennage. Deux de ses fondateurs seront avec nous en deuxième partie d'émission pour nous expliquer les détails. La première partie de l'émission sera consacrée quant à elle à un problème qui revient chaque saison hivernale et même en dehors, entraînant la mort de plusieurs individus, souvent issus de la même famille. Il s'agit de la hausse des intoxications au monoxyde de carbone. Je vous retrouve donc avec mes invités juste après ce sujet de Bouchra Bouali pour le journal de l'information de Canal Algérie. À tout de suite. Le monoxyde de carbone sont enregistrés chaque hiver par les services de la protection civile. Les personnes les plus sujettes à ce genre d'accidents domestiques sont souvent celles qui utilisent les bouteilles de gaz butane pour un chauffage traditionnel. Une méthode dangereuse, mais répandue, comme ici à El Belge, à Chenois, dans la wilaya de Tipaza. J'utilise le gaz butane, j'éteins jamais mon chauffage et j'ouvre un peu ma fenêtre, comme ça, matin et soir. C'est très risqué, une femme vient d'être secourue, elle se chauffait devant la tabouna. Il y a 5 ans, il était question de nous raccorder au gaz de ville, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Par ailleurs, les appareils de chauffage modernes sont souvent à l'origine d'asphyxie quand ils ne sont pas conformes aux normes de sécurité. Les chauffages de mauvaise qualité sont la principale cause de ces accidents. Il faut dire que beaucoup de commerçants peu scrupuleux encouragent ces pratiques qui mettent en danger les consommateurs. Il faut exiger le certificat de conformité aux vendeurs, sinon il ne faut pas acheter. Les services de la protection civile de la wilaya de Tipaza ont mobilisé tous les moyens matériels et humains en cas d'asphyxie. Généralement, donc, c'est des asphyxies, c'est des asphyxies au monoxyde de carbone, donc le CO. Malheureusement, donc, des chances de survie, donc qui dans les 5 minutes ou les 10 minutes, le CO. En prévention, on donne des conseils aux populations à travers des campagnes de sensibilisation, comme par exemple la nécessité d'entretenir et d'assurer la maintenance des appareils de chauffage, l'aération des pièces et une bonne installation des tuyaux d'évacuation. La mise en application de ces conseils, simples et pratiques, garantirait la sécurité des utilisateurs et épargnerait bien des vies. L'intoxication au monoxyde de carbone est l'une des principales causes d'intoxication accidentelle en milieu domestique. Chaque année, la protection civile donc enregistre un nombre croissant d'intoxications et de décès dus au gaz. Pourquoi, comment et surtout à quand cette situation? Pour répondre à toutes ces interrogations, j'ai le plaisir de recevoir Dr Habib Karim, chargé des missions spécifiques au niveau de la direction de la protection civile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et Monsieur Hassan Nour, président de l'association Al-Amen. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission. Alors, je commencerai avec vous, Monsieur Nour. La sensibilisation à votre niveau, vous pensez qu'elle n'est plus efficace. Elle n'aide malheureusement pas à réduire le taux de mortalité concernant ce sujet. Pas du tout, parce que depuis maintenant plus de 6 ans que je suis dans ce mouvement associatif, le mouvement consumériste, on a essayé de faire des campagnes de sensibilisation et j'avoue que l'État a dépensé beaucoup d'argent parce que chaque année il y avait des séminaires un peu partout dans les wilayas. On était toujours accompagné par les services de l'État, les services de la protection civile, la Sonalgaz et autres. Mais on voyait que chaque année, le nombre de décès et d'accidents augmentait. Pourquoi? Parce que chaque année, on distribuait plus de logements et puis les gens s'équipaient de chauffage. Et malheureusement, on a beau être formé, on a beau être intellectuel, on a beau être universitaire, on a vu que parmi les familles qui ont subi ces accidents, il y avait des universitaires, il y avait des cadres de l'État, il y avait moins que ça. Donc il fallait intervenir autrement. Et comme on n'a pas la prétention de réinventer la roue, on a vu qu'à l'étranger, ils se sont munis de détecteurs.
Pour les pays qui ont des problèmes d'incendie ou de fumée, donc c'est des détecteurs de fumée. Et pour les autres qui ont des problèmes de monoxyde de carbone ou bien de gaz carrément, c'est des détecteurs de monoxyde de carbone. Et depuis maintenant 2014, on essaie en tant qu'association Aman de faire introduire carrément une réglementation pour imposer à tous les Algériens de se doter de ce détecteur. On va revenir justement pour en parler, pour savoir où est-ce qu'il en est, ce texte réglementaire, dans un moment. Docteur Habi, le monoxyde de carbone, c'est connu, c'est un gaz donc incolore, inodore, non irritant, mais particulièrement toxique. Le monoxyde de carbone, il faut déjà lever l'amalgame. Il y a une différence entre monoxyde de carbone et gaz. Le monoxyde de carbone, ce n'est pas le gaz. Le monoxyde de carbone, il résulte de la combustion de gaz, de bois, de charbon, d'essence, de fioul. Et cette combustion va libérer des carbones. Et ces carbones vont se lier à de l'oxygène. Quand on a suffisamment d'oxygène dans la pièce, il forme ce qu'on appelle le dioxyde de carbone, le CO2. Donc une molécule de carbone avec 2 oxygènes. Mais quand il n'y a pas suffisamment d'oxygène, il va se former le monoxyde de carbone. Le carbone va se lier à une molécule d'oxygène uniquement. Et c'est ce gaz-là qui est dangereux. Donc ce n'est pas à l'arrivée du gaz qu'il y a le problème, c'est à la sortie des gaz brûlés qu'il y a le problème. Et justement, ce danger-là réside aussi dans j'allais dire, c'est un peu vicieux parce que l'individu qui est confronté à ce genre de situation n'a pas le temps de réagir vite, justement. Ni l'individu, ni parfois les autorités, les services de protection civile ou les médecins. Pourquoi? Parce que ce monoxyde de carbone, il ne donne pas d'essai spécifique à l'intoxication. Il n'est pas asphyxiant, il ne donne pas une dyspnée, il ne donne pas une détresse respiratoire. Il va donner des nausées, des vomissements, des céphalées. C'est pour ce qui est des symptômes. Voilà. Voilà, et ces signes-là vont faire penser à une intoxication. Alors on a dit nausées, vomissements, céphalées, parfois somnolence. Et ces signes-là, ils vont faire penser quoi? À une intoxication alimentaire. Même en allant à l'hôpital, les médecins vont penser à une intoxication alimentaire. C'est vrai qu'il y a le contexte, une habitation nouvelle, une installation nouvelle, ou bien une intoxication familiale. Mais même l'intoxication alimentaire est familiale. Donc parfois, on a du mal à poser ce diagnostic par rapport à ce danger-là. C'est ce qui arrive à votre niveau? Exactement. Quand on arrive, pour la protection civile maintenant, on est doté de détecteurs de monoxyde de carbone. Dès qu'on a un signalement de quelqu'un qui ne répond pas, qui est chez lui, qui s'est enfermé, qui ne répond pas, les gens partent là-bas, mais avec des détecteurs de monoxyde de carbone. Permettez-moi de vous interrompre, juste pour écouter Adan Lassara tout de suite. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Alors, on disait, docteur Habib, que vos unités étaient munies de détecteurs spéciaux pour justement détecter l'origine de l'intoxication au moment de rentrer dans les appartements des gens qui vous appellent ou là qui Exactement. L'ensemble des ambulances et des camions de la protection civile sont munis de ce type de détecteur. Pourquoi ? Parce que nos éléments, quand ils interviennent, ils sont eux-mêmes confrontés à ce risque-là. Quand ils rentrent dans un appartement, ils risquent de s'intoxiquer au monoxyde de carbone. Donc, dès que le détecteur sonne, les gens s'équipent d'un équipement respiratoire isolant qui leur permet de rentrer dans l'appartement, de l'aérer, de faire sortir les gens en toute sécurité. Monsieur Mnour, on parlait tout à l'heure de ce texte réglementaire qui est encore au stade donc embryonnaire, il est en cours de préparation. Vous avez déposé donc des dossiers un peu partout. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Au fait, qu'est-ce qu'il comporte ce texte? Qu'est-ce que vous proposez comme solution? D'abord, on propose qu'il y ait l'obligation, c'est-à-dire pour obliger maintenant soit les promoteurs privés ou publics donc d'installer des détecteurs dans ces nouveaux logements qu'on va livrer à l'avenir, et puis aussi aux Algériens qui ont déjà leur propre logement, de se doter de ce détecteur et d'installer. Du moment que maintenant la protection civile s'est dotée d'un détecteur mobile, parce qu'il est utile, donc c'est ce qu'il faut. Et monsieur le capitaine vient de le dire, le commandant vient de le dire. Donc il est aussi nécessaire de l'installer dans les logements. On attend à ce qu'il y ait donc une réponse des pouvoirs publics. Donc on a déposé des dossiers carrément bien fournis, hein, je dirais, au niveau de l'Assemblée populaire nationale, au niveau du Sénat et au niveau des différents ministères concernés, commerce, industrie. Et puis on attend qu'ils nous interpellent pour plus de précision et pour faire avancer les choses. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une opération très coûteuse, mais vous apportez la solution en disant que voilà, les propriétaires peuvent éventuellement se permettre et acheter ce détecteur dont le prix ne dépasse pas les 5 000 dinars, les 4 000 dinars, et que voilà, les promoteurs immobiliers peuvent l'inclure dans le prix et bien sûr le facturer aux futurs acquéreurs. Mais je dirais que dans son ensemble, va coûter, parce que c'est une grande opération, on en a besoin à peu près de 10 millions d'unités tous les 5 ans. Mais à l'unité, il ne va pas dépasser les 5 000 dinars. Donc en Europe, je dirais même, il se vend dans les commerces du détail à 30 €. Maintenant qu'on est en train de le prévoir algérien, donc il y a des groupes de jeunes étudiants qui nous ont développé un détecteur algérien avec plus d'options. Et s'il sera monté ou fabriqué en Algérie, il va coûter dans les 2 à 3 000 dinars. Et puis, qu'est-ce que c'est que 5 000 dinars, je dirais, par rapport à un Algérien qui s'achète un véhicule, il installe une alarme pour le véhicule à 20 000 dinars. Par rapport à une vie. Par rapport à la vie de famille. Le commandant vient de le dire, le monoxyde de carbone est un assassin qui est très silencieux, qui n'a pas d'odeur. On ne peut pas le sentir. S'il n'y a pas ce détecteur qui le détecte, comme une alarme ou bien comme un détecteur d'intrusion, il n'y a personne ne peut le détecter. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de sinistres. D'ailleurs, si vous permettez, je tiens à donner quelques précisions par rapport au reportage qu'on a
l'a vu tout à l'heure. Donc le monoxyde de carbone ne provient pas que du butane, même du propane. Il ne provient pas que des malfaçons, ou bien de la contrefaçon des chauffages. Il y a aussi la malfaçon et la contrefaçon des installations. Il y a aussi la malfaçon de D'où l'utilisation. l'utilité de faire appel à un professionnel à chaque saison. Pour Malheureusement, qu'il vérifie, malheureusement maintenant, l'état. les Algériens, malheureusement, ne trouvent pas de plombier chauffagiste. Donc, à l'approche de l'hiver, il s'achète un n'importe quel chauffage, je commence par ça, et puis il le fait installer par n'importe quel bricoleur. Et évidemment, quand on n'a pas cette culture, comment utiliser son logement, je le dis bien comme ça, où on bouge toutes les aérations, parce qu'on a peur des courants d'air, on a peur des insectes, on bouge les aérations, et puis à la fin, mauvais chauffage, mauvaise installation et mauvaise utilisation, donc on donne plus de chances à cet assassin qui est monoxyde de carbone de pénétrer chez nous le soir et de tuer carrément des familles complètes. Donc c'est pour cela qu'il est très 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 urgent, et c'est un appel que je fais au pouvoir public de regarder vers ce sujet et de faire accélérer les procédures, parce que le faire importer ou bien le faire monter en Algérie ou le fabriquer aurait besoin de créer, c'est-à-dire de créer un marché. Et ce marché ne pourrait pas être créé s'il n'y a pas des textes réglementaires qui obligent les gens à l'installer. On a des opérateurs avec lesquels on a discuté le sujet, auxquels on a présenté le prototype. Ils sont d'accord à le faire fabriquer en Algérie, mais ils veulent aussi qu'il y ait une réglementation pour que leurs produits se vendent. C'est clair. Voilà. Docteur Habib, donc c'est en votre qualité de médecin que maintenant je pose la question. Si on suspecte une intoxication, on est à la maison avant qu'il y ait donc qu'on ait recours à vous, avant que la protection civile arrive à nous. Comment peut-on et qu'est-ce que nous devons justement faire en guise de premiers soins, de secours? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir sur le fait que le monoxyde de carbone se dégage par la combustion du butane et du propane. Et pas que cela. Il y a l'essence, le fioul, le gasoil. Il y a des gens qui s'intoxiquent par le tuyau de d'échappement de leur véhicule. Ils restent dans un garage enfermé et la voiture tourne. Il y a le dégagement de monoxyde de carbone. Il y a des gens qui vont faire vider les puits grâce à une pompe qui fonctionne à l'essence. Et ça dégage. Il y en a beaucoup de décès dans les puits à cause de ça. Les derniers décès, c'est à Tlemcen, ils sont 6 personnes décédées. Pourquoi? Il n'y avait pas d'électricité. Ils ont mis en place un groupe électrogène qui fonctionne à l'essence. Et le groupe électrogène dégage du monoxyde de carbone. Donc, tout ce qui brûle dégage du monoxyde de carbone, y compris le bois, le charbon et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on suspecte une intoxication au monoxyde de carbone? C'est simple, c'est de sortir. C'est de quitter les lieux. Mais si on n'a pas cette aptitude, on peut aérer en attendant, on peut faire sortir sa tête de la fenêtre. Si on peut ouvrir la fenêtre, on peut sortir. Si on peut ouvrir la fenêtre, on peut sortir. C'est ça le problème. Disons c'est que le premier geste à faire, c'est l'extraction de la personne de ce milieu-là. Et on a beaucoup d'accidents lorsque les gens essayent d'extraire ces personnes. Parfois, ils s'intoxiquent eux-mêmes. Parce que parfois, le taux de monoxyde de carbone dans l'air est très important. Il suffit de 2 minutes pour extraire la personne avec les efforts, avec l'essoufflement. On respire beaucoup de monoxyde de carbone et on s'intoxique. Donc, le premier geste à faire, c'est de sortir. C'est de respirer un autre air que celui-là, parce qu'il est saturé au monoxyde de carbone. À ce moment-là, vous dites que si le voisin s'aperçoit que il y a une odeur de gaz, ou il entend qu'il y a des cris de secours ou quoi, il ne peut pas faire rentrer pour éventuellement... Malheureusement, il ne sentira pas d'odeur de gaz, il n'entendra pas les voisins crier. Parce qu'il n'y a pas d'odeur. Le gaz, c'est le gaz de ville qui a une odeur. Le monoxyde de carbone n'a pas d'odeur. Et les gens n'ont pas le temps de crier. C'est pas ils ne se sentent pas asphyxiés. Ils ont envie de dormir. Ils sont endormis. Voilà, ils ont envie de dormir. Ils sont fatigués, ils ont envie de dormir. C'est silencieux. Même les cils sont silencieux. Donc automatiquement, quand on suspecte une intoxication au monoxyde de carbone, il faudrait, si on le peut, sans prendre de risques inutiles, extraire ces gens-là, faire sortir ces gens-là. Casser la porte, faire sortir ces gens-là. Mais je préviens que ce tueur peut tuer même ceux qui veulent sauver. Vaut mieux appeler la protection civile qui est équipée et qui peut extraire ces gens-là en toute sécurité. Très bien. L'intoxication au monoxyde de carbone peut aussi parfois provoquer des troubles neurologiques aux victimes. Il peut présenter donc une perte de vue, d'audition, des troubles de la mémoire et beaucoup de problèmes cardiaques qui sont souvent irréversibles. Oui, le monoxyde de carbone provoque, c'est vrai qu'il provoque les signes qu'on connaît, c'est-à-dire nausées, vomissements au début, mais ensuite c'est le coma, c'est les
convulsions. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est les signes précoces. Mais il y a ce qu'on appelle les complications qui vont apparaître entre 10 et 40 jours après l'intoxication et qui sont des troubles neurologiques à type de mouvements anormaux, à type de convulsions, à type de troubles de la mémoire, troubles de l'humeur, insomnie. Et c'est des signes qu'on ne suit pas, nous, en tant que médecin. On traite le patient et dès qu'il se sent bien, on le libère. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de dégâts qu'on le dit. Voilà, exactement. Monsieur Mnower, l'installation du chauffage central aussi fait partie de l'une, enfin c'est l'une de vos propositions, quoique c'est pas donné à tout le monde, mais vous préconisez cette solution. Oui, absolument. Je dirais que c'est un bon investissement pour la sauvegarde des vies. On a fait un calcul pour un appartement de 85 mètres carrés, l'investissement coûterait dans les environs de 250 000 dinars. Donc, c'est quoi par rapport à un logement qui se vend actuellement, que ce soit par l'État ou bien par les privés, aux environs de 10 millions de dinars. Quand on voit d'abord le confort qu'on a et puis la sécurité. Et on encourage, c'est un appel qu'on a fait à tous les promoteurs, privés ou publics, de doter des logements qu'on distribue maintenant et qu'on va distribuer dans le futur de chauffage central. Il est temps maintenant d'élever le niveau de qualité, il est temps aussi d'élever le niveau de sécurité des logements. Plus tard, on va en parler, il va y avoir des regrets, on va se dire pourquoi on n'a pas fait auparavant. Donc nous, on le dit maintenant, on le fait dès maintenant, ça ne coûte pas grand-chose, c'est un petit pourcentage par rapport au coût du logement. Et puis même pour les particuliers qui n'en ont pas encore, je dirais que investir beaucoup dans une voiture, dans les smartphones, dans l'électroménager ne sert pas à grand-chose pour sauvegarder la vie de ses enfants. Mais investir dans le chauffage central, non seulement on a une meilleure qualité donc, de ces espaces, et aussi on va vers pratiquement le 100% sécurité par rapport au monoxyde de carbone. Voilà, donc c'est un appel qui est fait à tout le monde. Moi, je voudrais que toutes les associations de protection des consommateurs, d'environnement, de santé, tous les organismes, y compris la protection civile, National Gaz, qu'on aille dès maintenant, qu'on parle beaucoup plus de ce détecteur de monoxyde de carbone, du chauffage central, et de cesser de parler... Votre action de sensibilisation vise aussi j'allais dire, à sensibiliser les gens tout court, à aller vers les professionnels, à ne pas bricoler, vous l'avez dit tout à l'heure, à faire le check-up justement de chaque appareil donc, à la maison, en bonne et due forme, chez un professionnel. Ça fait partie aussi de vos actions de sensibilisation. Oui, bien sûr, on a fait une demande officielle à National Gaz pour instruire leurs éléments, les éléments qui soient agréés, privés, agréés ou leurs propres éléments, au passage dans les domiciles pour faire le relevé du gaz et de l'électricité à la fin de l'été ou pendant l'été, de demander l'autorisation d'accéder à la maison et de faire un check-up, une vérification très simple. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens font des modifications d'aménagement. Ils ne font pas attention aux modifications des gains d'évacuation et aux grilles d'aération, etc. Donc, qu'est-ce que ça va coûter à National Gaz donc, de demander aux éléments, aux agents qui font le relevé des compteurs, de rentrer et de faire une petite vérification. Aussi, à la formation professionnelle, on a demandé à ce qu'il y ait plus de formation de chauffagistes plombiers. Ils se font très rares. Maintenant, avec les millions de logements qu'on est en train de distribuer pendant ces 10 dernières années, le nombre de chauffagistes et plombiers est insuffisant. C'est ce qui fait que les gens s'adressent vers des bricoleurs. Ou le font soi-même. Ou bien on le fait soi-même, alors que c'est un acte qui est très décisif et qui est très, très important. Et professionnel. On va prendre en dernier point le cas des femmes enceintes qui sont atteintes par ce genre d'accident. Il faut dire que ça ne touche pas que la femme enceinte, ça touche le fœtus aussi, et ça peut conduire justement à sa malformation, à sa prématurité et même des fois au décès. Oui, bien sûr. Le fœtus est très sensible au monoxyde de carbone. Et c'est pour ça... Prenez de l'eau, direct, il n'y a pas de souci. C'est humain, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que le traitement de l'intoxication au monoxyde de carbone se fait par oxygène. Mais chez la femme enceinte, on préconise une oxygénothérapie hyperbare, c'est-à-dire de l'oxygène mais à forte pression. Le fœtus est très sensible, le cerveau est très sensible, le cœur est très sensible au monoxyde de carbone. Ces trois types de tissus, le fœtus, le cœur et le cerveau, souffrent de cette asphyxie. Et pour les traiter, il faut d'énormes quantités d'oxygène. Pourquoi ? Parce que le monoxyde de carbone a 230 fois plus d'affinité aux globules rouges
que l'oxygène. Donc il est préféré par les globules rouges. Pour débarrasser le sang humain d'une intoxication au monoxyde de carbone, il faut un traitement de 6 à 12 heures d'oxygène normobare. Donc, tout ça montre que ces cellules... Si c'est pris à temps, on peut sauver le fœtus? Bien sûr. S'il est pris à temps, ça dépendra aussi du degré d'intoxication, du taux de l'hémoglobine touché par ce poison-là et du traitement instauré précocement. Et ça peut sauver la mère et l'enfant. Parfois, on a des séquelles, malheureusement, parce que généralement, quand on découvre les personnes, il s'est passé plusieurs heures après l'intoxication. Un dernier mot, docteur Habi Karim. Je rappelle que vous êtes donc médecin et chargé des missions spécifiques à la direction générale donc, de la protection civile. Un dernier mot concernant ce sujet d'aujourd'hui. Moi, je voudrais dire aux citoyens de faire attention à ce tueur silencieux, de ne jamais bricoler les installations soi-même. S'il faudrait installer des détecteurs de monoxyde de carbone, moi je propose que c'est l'État qui les achète et qui les vende. Parce qu'on souffre et qu'il en fasse une obligation, voilà, surtout. mais on souffre de tout ce qui est matériel de chauffage défectueux et non conforme. Si on va mettre en place l'obligation d'installer ces détecteurs, il y aura aussi des détecteurs non conformes. Donc automatiquement, il faudrait que la Sonelgaz ou bien l'État achète des détecteurs conformes et les vend obligatoirement aux gens. Donc il faut faire très attention. La vie de votre famille n'a pas de prix. Il faudrait investir sur ces détecteurs. Et arrêter de se dire que ça n'arrive qu'aux autres. Voilà, exactement. Ça arrive à tout le monde et c'est généralement quand on découvre que ça arrive à tout le monde, c'est trop tard. Exactement. Monsieur Mnawar, un dernier mot. Eh ben, je dirais que nos vies, elles sont aussi chères que les vies dans les autres pays où ils ont été vers ces détecteurs. Le détecteur va réduire le nombre d'accidents, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il ne va pas éliminer ce phénomène. Et donc il faudrait rester aussi vigilant. Ce n'est pas parce qu'on a un détecteur qu'on se laisse aller. Et puis, tout à fait normal et tout à fait d'accord avec le commandant. Donc tout détecteur, tout matériel, même les voitures qu'on a, même les téléphones qu'on a, sont soumis aux normes. Bannir complètement la contrefaçon. Non, mais sont soumis à des normes, bien sûr. Il faudrait faire respecter les normes. Mon appel, il est à tout le monde, y compris la protection civile, comme j'avais dit, la Sonelgaz et toutes les autorités. Donc de faire très vite et d'aller et de parler de ça. Parce que maintenant, on parle beaucoup à chaque fois qu'il y a des incidents, des accidents, on parle de contrefaçon, on parle de malfaçon. Mais depuis des années, le nombre de décès augmente parce qu'on est en train de perdre beaucoup de temps. Et c'est comme nous, comme les pays européens, comme les autres pays aussi arabes qui ont installé des monoxydes, qui ont obligé maintenant les consommateurs à se doter de ces monoxydes des détecteurs. Mais entre-temps, tout Algérien qui voyage à l'étranger peut s'acheter un détecteur et le ramener et l'installer. Ils ont des durées de vie de 5 ans, donc, et puis c'est pas cher, et puis c'est facile, donc il est autonome. Et aussi un appel aux opérateurs de commencer à en importer, comme on importe les robots mixeurs et les téléviseurs, on peut aussi importer ces... Mais l'idéal, ce serait de le faire. Oui, bien sûr, parce que... C'est-à-dire pour le rendre très accessible. Très accessible. Sur des autorités pour éviter la contrefaçon. Oui, et je dirais que moi, ce que j'ai vu en Europe, il n'y a pas de détecteur contrefait. Hein, donc, c'est un domaine qui est très spécifique. Il y a les normes. Non, mais ça en ramène de Chine ou etc. Oui, non, c'est très contrôlé. On ne laisse pas vendre des détecteurs contrefaits. C'est comme toutes les pièces, tout le matériel dont dépend les vies humaines, et c'est un matériel qui est très, très contrôlé. Donc, on peut en acquérir, ça coûte pas cher, c'est aux environs de 30 €. C'est beaucoup moins cher qu'une paire de baskets. Donc, et ça tient, et ça dure 5 ans quand même. Donc, ça vaut la peine. Voilà, donc il faudrait faire très attention. Merci beaucoup, Mnawar Hassan. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Al-Amen. Messieurs, j'ai été ravie et honorée de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Merci encore une fois. Et puis, à très bientôt. Je vous invite, vous qui nous regardez, à suivre ce reportage de Anissa Bouzid qui s'est intéressée à une clinique assez particulière. Elle n'est pas donc dédiée aux humains, mais plutôt aux animaux. On peut désormais emmener donc son animal de compagnie domestique pour passer des analyses, une radio, une échographie, mais pas que. Regardez le reportage, à tout de suite. Pour l'état de santé de son animal de compagnie, Madame Noir Faiza a choisi cette clinique vétérinaire pour soigner son chat. بنتي اللي رباتو ومن بعد بشويه ولا ما نكتبش عليك membre de la famille.
المخيره ليه نحوس نشري له الحاجه كي شغل بيبي تاع الدار نحوس يسمى بور لو سوانيي كي جيت سي فريمون جيتي فريمون ساتيسفيت كي شفت لي زاباري تو قلت او موا واحد يربي الهيشه ماشي هكذاك برك تشكا وخرج هو يعيش كي ميولي ما على بالكش بصح انت واش هو ميولي مي هكذا بالريزيكوغرافي تو يعرف الواحد واش كاين. Nouvellement inauguré, cet établissement de soins pour animaux est équipé d'un matériel très sophistiqué répondant aux normes internationales. C'est une clinique vétérinaire. C'est la première dans la région qui rassemble tous les services de vétérinaires comme les consultations, salle de consultation d'échographie comme vous voyez, le laboratoire des analyses sanguines, une salle de chirurgie par derrière pour les cas cliniques urgentes et non urgentes, les césariennes et tout. Donc on a touché toutes les manières d'intervention sur les animaux, soit les animaux de compagnie, soit les animaux en dehors de la clinique. On fait aussi des consultations à domicile et sur terrain. Vétérinaire, Dr Larbi Belkis est une vraie passionnée. Elle a réussi à entraîner toute sa famille dans son projet qui grandit de jour en jour. Un des projets à faire prévus dans l'année prochaine pour l'élevage des poissons dans la mer et dans les terrains au sud. Donc on a aussi des spécialistes ici. Ce sont des ingénieurs dans la science de la mer et l'aménagement du littoral. Outre le maintien des animaux en bonne santé, la clinique contient un espace de vente de nourriture et accessoires pour animaux. Donc vous l'avez compris, emmener ses enfants pour faire des analyses... les enfants, allez... Parce que je vais vous expliquer pour qu'il n'y ait pas confusion. Mohaïd plutôt Vet, c'est le nom de la clinique. Et la dame, mon invitée, me disait, c'est le nom de mon fils, c'est pour ça. Donc, emmener ces animaux plutôt pour faire des analyses, pour passer une radio, une échographie, ou encore les faire garder, c'est désormais possible avec la clinique qui est justement venue nous présenter toutes les prestations qu'elle propose à ses clients avec deux invités. Alors, deux fondatrices et une affaire de famille, comme on l'a vu dans le reportage. Il s'agit de Madame Larbi Belkis, qui est donc docteur vétérinaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Madame Wada Hadia, très joli prénom, ingénieure d'État en sciences de la mer et aussi qui travaille massivement dans cette clinique. Marhaba bik et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, mesdames, Mohaïd Vet, c'est ça. C'est une affaire de famille, ça on l'a compris. Vous vous êtes réunis, vous vous êtes dit voilà, on va ouvrir une clinique. Mais ce qui est bien dans votre clinique, c'est que vous proposez des services divers. On va commencer. Moi, je vais citer les prestations et vous allez expliquer ce que c'est. Alors, le laboratoire des analyses sanguines. Cet service, pour le moment, il est en amélioration, bien sûr. Vous parlez des analyses. Oui, on fait des analyses sanguines, des analyses biochimiques, des analyses pour tout problème douteux, tout... et ça. Les consultations, alors elles concernent les consultations équines, rurales, aviaires, canines, félines et autres. Donc tous les espaces. Sauf les éléphants, j'espère. Vous avez encore l'espace pour les éléphants. Ce qui est bien, c'est que quand on jette un œil sur votre site Facebook, comme hier, vous avez publié qu'il y avait une femelle de canari qui souffrait de kystes plumaux. Avec les photos. Donc, vous illustrez chaque cas de vos consultations et vous le mettez sur votre site. Oui, bien sûr. C'est des pubs, bien sûr, pour notre clinique et bien sûr pour le savoir, pour
les étudiants, Pour que les gens, bien sûr. Alors, il y a aussi le bulldog anglais qui vous a rendu visite pour ces vaccins annuels. Donc, vous faites aussi les vaccins annuels. Oui, bien sûr. On fait tout type de vaccins. Il y en a. Le plus connu généralement chez les chiens et les chats, c'est celui de la rage. Mais vous faites aussi d'autres vaccins? Bien sûr. Celui de la rage, le CHP, le CRP pour les chats. D'accord. Ce sont des analyses des vaccins obligatoires. Obligatoires à faire. Vous faites la chirurgie aussi? Bien sûr. Oui. Non, mais ça, je sais, oui, développer. Ça, je le sais. Développer, la chirurgie. La chirurgie, on fait des césariennes pour des vaches, des brebis, des chiens. Les animaux subissent des césariennes? Bien sûr. Dans quel cas? Les dystocies. Ce qui veut dire les difficultés de mise bas. D'accord. Oui. Okay. On fait des césariennes, on fait même des castrations, des stérilisations en cas de maladie, en cas de pyomètre, en cas de... Donc ça fait il y a partie des de problèmes la à régler chirurgicalement seulement. Équipé en radio, en échographie aussi, vous le faites? Oui, exactement. Échographie mammaire, abdo-pelvienne, cardiaque. Radio X tout pour type les problèmes osseux, bien sûr. D'accord. Donc quand vous avez un animal qui blessé ou bien après un accident, on utilise des radios. Avant de terminer donc vos prestations, comment ça a été perçu par les clients, votre projet? Je vois que vous avez beaucoup de clients qui vous ramènent donc différents cas, sans parler bien sûr du gardinage. Donc on parle des traitements, des services et tout ça. Ça a été, vous avez vite fait entendre parler de vous, ou là ça a mis du temps, ou là c'était de bouche à oreille, là comment ça s'est passé? Déjà notre clinique, elle est née en 2015. à Sidi Issa, la wilaya de Msiela, par monsieur Zayouch Mohamed, Allah yarhamou. Donc, donc là, vous avez fait juste un déplacement de siège et amélioration des matériaux et des services et comme ça. Donc, est-ce que vous avez gardé vos clients de Msiela? Bien sûr. Oui, et tellement les clients d'Alger qui insistent pour nous ouvrir à Alger. Le toilettage, vous le faites aussi? Oui, c'est la spécialiste. La spécialiste n'est pas très bavarde. Ça, c'est vrai que je suis pas trop bavarde parce que déjà, pourquoi on a fait un autre siège à Alger? C'était l'idée de monsieur Arbi Ahmed Lokman qui est passé au reportage. Oui. C'était son idée d'innover le siège, d'intégrer le domaine marin aussi au vétérinaire. Parce qu'il est aquaculteur, enfin je veux dire ingénieur en sciences de la mer, comme moi aussi, ingénieur d'État en sciences de la mer. Donc, moi, ce que je fais, j'ai fait une formation de toilettage. On fait en Malaisie, c'était. On fait le gardinage, on fait plusieurs services. Par exemple, plusieurs gens cherchent à voyager, ils pensent toujours à propos de leurs animaux, par exemple. C'est mon cas parce que j'ai des chats et tout. Je pense toujours où les laisser, où les mettre, je trouve pas. Majoritairement. Est-ce qu'il y a une période où vous les gardez au-delà, vous n'êtes plus responsable, ou là vous les gardez, c'est un contrat que vous signez avec vos clients? Oui, c'est un contrat qu'on signe généralement. Sinon, parce que les espèces gardinées ne sont pas toujours... ils restent pas pour longtemps. D'accord. On a uniquement une chatte qui est déjà chez nous au cabinet, à la clinique maintenant, à qui sa maîtresse est enceinte, donc elle avait peur de la toxoplasmose, comme on sait. Donc elle est là pour la confier pour 9 mois. Oui, mais on n'a pas accepté parce que la séparation de son animal de compagnie pendant 9 mois, c'est un peu délicate. Du coup, on a pensé à lui faire des analyses pour voir est-ce qu'elle est contagieuse de toxoplasmose ou pas. D'accord. Donc, on pense à des idées. On prend pas... Oui. Et vous le lui avez rendu? Bien sûr. C'est bien. Vous êtes d'accord avec moi que
Yani, la culture des animaux, on n'a pas beaucoup cette culture. Mais c'était osé comme projet. C'est ça le problème. C'était à vos risques et périls. C'est ça notre but. C'est l'amélioration de la méthode. Vous n'avez pas eu peur en enclenchant le projet? Vous vous êtes pas dit, ah, peut-être que ça va pas marcher, les Algériens n'ont pas cette culture réellement des animaux. Si on peut trouver sur, par exemple, 5 foyers, 2 qui ont des animaux de compagnie, mais sans plus, je veux dire, c'est pas une culture généralisée. Vous n'aviez pas eu peur de franchir le pas? C'est sûr, on a peur déjà, mais il faut être courageux. Et vous êtes satisfait depuis votre installation ici à Alger? Alhamdulillah, oui. Pour le moment, oui. D'accord. Oui. Si on pense à l'amélioration, encore une fois, où est-ce que à quoi vous pensez prochainement? On pense à, déjà, comme on a dit, c'est l'intégration de l'aquaculture. On pense à faire la culture des poissons, d'ornement, la reproduction, une équipe veto-fiche, quoi, pour être en place, par exemple, si quelqu'un a plusieurs aquariums ou quoi que ce soit, pour guérir ses poissons, l'entretien de ces poissons, l'hygiène, le diagnostic, le traitement, plusieurs choses. En plus, le suivi aussi, qui est très important. On pense aussi à recruter un agronome, peut-être, des projets de futur, comme un agronome pour, si vous avez entendu parler de l'aquaponie, qui est l'intégration de l'aquaculture avec l'agriculture. Et on pense à l'intégrer aussi au domaine vétérinaire pour élargir un peu les spécialités, parce que de nos jours, il y a peu de connaissances, c'est étroit. Vous faites aussi, on a parlé tout à l'heure donc de la césarienne pour les animaux, donc vous faites aussi des consultations à domicile. Bien sûr, on a ajouté le bien de déplacer à domicile pour des urgences, mais avec un écho portatif. Bien sûr, oui, on fait des vaccins, des consultations. Pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple. Oui. Est-ce que vous couvrez les wilayas où vous êtes Bien sûr, déjà, on a travaillé déjà à Bouira, à Sétif, à Mdia. Donc vous vous déplacez bien sûr, à Tiert, même aussi, oui. Très bien. Oui. Dites-moi, vous avez quelque chose à rajouter ou vous attendez que je pose ma question? Non, j'attends que vous posiez votre question. C'est plus facile. Alors, on parlait de cette culture. Quels sont les animaux qui reviennent le plus souvent? À part les chats, les chiens, les oiseaux. Mais sinon, pour l'instant, c'est ceux-là. Mais par exemple, la CDSA, il y avait les vaches, les moutons. Différentes races, j'allais dire, pour différentes choses, comme les analyses, comme les vaccins. On ne vient pas vous voir forcément pour les mêmes choses. Et bien sûr. Vous avez une fiche pour les animaux? Est-ce qu'on peut faire un check-up à son animal sans qu'il y ait pour autant quoi que ce soit? On peut lui faire des analyses et voir s'il est en bonne santé chez vous? Oui, avec une consultation. Dans les cas de déplacement. À l'étranger. Oui. Il faut faire des analyses, il faut faire une puce électronique d'identification par un numéro spécial. Que vous faites? Bien sûr. D'accord. Sous anesthésie. Donc, c'est une... ce sont des méthodes vraiment... je ne sais pas. Qu'est-ce que vous savez pas? Il faut faire ces analyses et ces puces pour ces animaux. Donc, c'est un peu différent pour but des analyses. Vous avez déjà travaillé en tant que vétérinaire, je veux dire, toute seule? Bien sûr. Je suis vétérinaire depuis 2015 et mon mari avec moi depuis 2016 comme un assistant vétérinaire professionnel. Donc vous avez travaillé sur le terrain avant de rentrer donc, dans cette clinique, je veux dire avant de mettre ce projet sur pied. Vous avez de l'expérience, mais l'expérience quand on reçoit peut-être les animaux n'est pas la même que quand on est, je veux dire, à l'extérieur, quand on travaille dans les zones rurales, quand c'est pas les mêmes bêtes, c'est pas les mêmes. Ça vous a servi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le vétérinaire soigne tout.
normalement. Et partout. Et surtout. partout. Surtout. Donc, vous disposez d'un numéro, on peut vous appeler et vous êtes disponible éventuellement pour. Je parle des consultations Bien sûr. À domicile. Vous Et travaillez des urgences. H24. D'accord. Oui. Hospitalisation, urgence. Hospitalisation à votre niveau? Oui. Bien sûr. Ah, vous gardez les malades. Bien sûr, parce qu'il y a Les des postes il y a opératoires. des cas, on ne peut pas les remettre à sa maîtresse ou à son... Avec des blocs opératoires et tout ça, en réanimation. Salle de chirurgie et tout. Il y a des cas où on ne peut pas laisser, par exemple, s'il a besoin des perfusions, s'il a besoin des injections toute heure, Donc, il faut qu'il y ait le service d'hospitalisation. Les enfants aiment beaucoup les animaux, donc j'imagine que vous avez beaucoup de d'enfants, clients. oui. Beaucoup des enfants. C'est les chats, généralement, les chiens? Non, les oiseaux et les poissons. Ah, les poissons. Oui, c'est vrai que le poisson rouge, ça a toujours fait partie de... attirant. Je vous laisse un dernier mot, mesdames, concernant donc votre projet, concernant donc de cette clinique. Allez-y. D'abord, on vous remercie pour l'invitation. Très gentil. On est vraiment chanceux d'être passé avec vous. C'est gentil. Notre clinique, normalement, c'est un début pour le domaine vétérinaire et le domaine aquacole et agronome. Et quel que soit déjà le domaine, on peut déjà les intégrer tous dans un seul... surtout en Algérie, qu'on a un manque de culture, on a un manque de mentalité. On n'a pas la culture des animaux. Oui, on n'a pas la culture. Voilà, on reçoit beaucoup de commentaires, beaucoup de critiques. Comment vous osez ouvrir ça alors qu'il y a des êtres humains où ils n'ont pas trouvé. Mais c'est un être humain. C'est un être humain, oui. C'est un être humain. Peut-être il a plus. Donc vous espérez à travers votre projet inclure justement cette culture dans notre société. Oui, Inch'Allah. C'est notre but. Inch'Allah. Madame Béatrice. Oui. Je vous remercie, bien sûr. Et je passerai les saluts pour tous les patients, comme on dit, pour être toujours prêts et toujours là pour ces animaux, puisque toujours on est là pour ces animaux, c'est pour ça. Vous travaillez au nombre de combien dans la clinique? Vous êtes combien de personnel? Vous êtes 4. Avec inclus bien sûr le service de déplacement au domicile et tout ça. Bien sûr. Oui. D'accord, très bien. Mais écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, bonne continuation. J'espère que vous arriverez à votre but, donc celui d'inclure la culture des animaux de compagnie ou autres dans notre société. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Excellente semaine à tous. Au revoir.